d'agression et alliage pulsionnel. Il en va de l'agression, le mot allemand Aggression condense les deux sens d'agression et d'agressivité. Comme de la haine, elle n'a pas attendu le remaniement de 1920 et Malaise, où elle prend une place importante pour avoir été reconnue par la théorie freudienne. La sexualité de la plupart des hommes comporte une adjonction d'agression, est-il écrit dans les 3 essais. Plus spécifiquement, Freud a souligné des pulsions pour lesquelles l'agression est indissociable du but poursuivi. C'est le cas de la sexualité anale ou sadique anale. L'anal, remarque Freud à la suite de Louis Andreas Salomé, est le symbole de ce qui est à rejeter, à éliminer de l'existence. Ces connexions, Malaise les retrouve à l'échelle culturelle. Les communistes ont cru pouvoir délivrer l'homme du mal en abolissant la propriété privée. C'était en oublier les racines pulsionnelles. La première propriété est anale, propriété des fesses, F-E accent grave, C-E-S, se constituant comme telle au moment où l'enfant se résout à s'en dessaisir, à en faire cadeau. Supprime-t-on la propriété, la pulsion sous-jacente s'en trouve déliée, libre de renouer avec le but qui est fondamentalement le sien, éliminé. Qu'est-ce qu'entreprendront les soviets une fois qu'ils auront exterminé leurs bourgeois? Ce ne sont là que des indices dans le texte de Freud, mais ils invitent à prolonger la réflexion. Sous la Révolution française, gravures et estampes connaissent un infléchissement scatologique avec la terreur. Quelle est la contribution de la sexualité anale aux politiques d'épuration? L'articulation avec l'homosexualité masculine, où narcissisme et analité conjuguent leurs forces, mériterait également d'être approfondie. A noter que Freud, dans Malaise, reprend en filigrane l'idée d'une connivence entre développement culturel et homosexualité masculine sublimée. Au-delà de l'évidence du sadisme, Freud a tenu à marquer la part d'agression qui tient à la pulsion en tant que telle, à sa poussée, à son mépris de l'objet. De tous les composants de la motion pulsionnelle, le plus interchangeable, défini comme un morceau d'activité, la pulsion comprend l'agression comme l'un de ses ingrédients. Quand Freud, dans Malaise, évoque le bonheur lié à la satisfaction d'une motion pulsionnelle sauvage, non domestiquée par le moi, ou la façon dont l'assouvissement des motions pulsionnelles grossières et primaires ébranle la corporéité, l'agressivité est dans les mots choisis pour décrire la chose. C'est même cette part d'agression propre à la pulsion qui lui avait d'abord fait refuser contre Adler l'idée d'une pulsion d'agression autonome. L'agression, écrivait-il alors, est une caractéristique des pulsions, aussi bien d'autoconservation que sexuelle. Pas besoin d'une pulsion supplémentaire. À la même époque, cependant, les 3 essais nuançaient déjà le propos. L'agression est-elle à proprement parler un facteur de la libido? N'aurait-elle pas sa véritable source du côté de l'appareil d'emprise, lequel est au service de l'autoconservation? Le même raisonnement conduira Freud à reconnaître les prototypes de la haine dans la lutte du moi pour son affirmation. Un raisonnement qui, via les pulsions du moi, ouvrait sur le dualisme ultérieur libido-destructivité. La façon dont la problématique de l'agression est introduite dans Malaise n'est pas seulement le prolongement de la découverte de 1920, elle s'inscrit tout autant dans le fil des élaborations antérieures. Comment se fait-il, se demande Freud, qu'il n'y ait de communauté culturelle qu'il en vienne à imposer à ses membres une restriction de la vie sexuelle? Pourquoi cette opposition de la culture à la sexualité? Il doit exister un facteur perturbant que nous n'avons pas encore découvert. Ce facteur, l'hostilité primaire, fille de la pulsion de mort, le texte l'isole, au terme d'un raisonnement dont le point de départ est l'excès du sexuel. Au-delà de ce qu'Eros est susceptible de lier, de réunir, se rencontre l'agression, dépôt de toutes les relations tendres et amoureuses entre les hommes, ou encore en des termes qui invitent à la formule, la pulsion de mort et le reliquat d'Eros. Cette déduction de la destructivité à partir de ce qu'il y a d'inconciliable dans la sexualité avec la vie de la culture tient pour une part à la solidarité des 2 registres pulsionnels. Freud le rappelle, hors de son alliage avec Eros, la pulsion de mort demeure insaisissable.
Ce point de vue sera constamment réaffirmé. Aucune des deux pulsions n'intervient jamais seule. De cette intrication, le sadisme est l'exemple simple. Mais même la rage de destruction la plus aveugle n'est pas exempte d'une participation libidinale en la circonstance narcissique, au travers de l'accomplissement des souhaits les plus anciens de toute puissance. La confusion précédemment évoquée entre pulsion du moi et pulsion de mort se double d'une autre confusion possible entre pulsion sexuelle et pulsion de mort cette fois-ci, en soulignant que le seul véritable but de la pulsion sexuelle est la décharge, le retour au zéro de l'excitation. Freud décrivait une économie libidinale qu'il retrouvera plus tard sans profonde modification sous les auspices du principe de nirvana. La théorisation de la pulsion de mort comme tendance à dissoudre des unités rassemblées par Eros reprend à son compte les éléments sauvages non domestiqués de Trieb d'avant 1920. Le principe de plaisir va au-delà du plaisir jusqu'à mettre l'organisme en péril. Les frontières conceptuelles se brouillent, ce qui contraindra Freud en 1924 à remettre un peu d'ordre, à écarter l'un de l'autre le principe de plaisir et le retour au zéro. Ce n'est pas le lieu de parcourir en détail les questions fort complexes posées par l'introduction de la pulsion de mort dans la théorie psychanalytique, notamment celle de l'articulation entre premier et second dualisme. Il importe seulement de remarquer que Malaise, qui tente de confirmer par l'analyse de la psychologie collective l'hypothèse de la pulsion de mort, d'abord s'inscrit dans le fil d'élaboration antérieure, ensuite renonce à exhiber ce qui serait une pure manifestation de la pulsion en question, c'est-à-dire dégagée de toute combinaison libidinale. Ce n'est pourtant pas, quelques années après la Première Guerre mondiale et sur le fond des premiers signes de la catastrophe à venir, que Freud ait manqué d'exemples de haine, d'agression, de destruction. Cela étant, c'est-à-dire la présence du sexuel, là même où on le croirait absent, l'affirmation de la pulsion de mort ne peut résulter que d'un saut théorique et non de la seule expérience, même si c'est l'expérience du psychanalyste, celle du conflit psychique, individuel ou culturel et de la dualité des forces en présence qui exige un tel moment spéculatif. La démarche de Malaise, la façon dont la pulsion de mort s'impose comme hypothèse, est homogène à celle d'abord théorique qui caractérise au-delà du principe de plaisir. Dans l'ouvrage collectif La pulsion de mort, Laplanche soutient la thèse d'une pulsion de mort à entendre comme pulsion sexuelle de mort, héritière de ce qu'est le sexuel délié dans le premier dualisme sexuel non résorbé par Eros. En insistant sur la fonction désobjectalisante, Green, quant à lui, étaye le pont qui relie narcissisme et pulsion de mort jusqu'à la conception d'un narcissisme de mort. Ségal, pour son compte, et celui de la théorie clénienne, soutient la possibilité clinique de reconnaître la pulsion de mort identifiée à l'autodestruction hors de tout alliage avec le registre libidinal. L'agression au-dedans, tant qu'elle s'en tient au point de vue de l'agression externe, la contribution du malaise dans la culture à la théorie de la pulsion de mort est plutôt mince, voire en retrait par rapport aux audaces de 1920. La pulsion de mort était alors définie comme un processus fondamentalement interne, une pulsion d'autodestruction. Au cœur des êtres vivants pluricellulaires, la pulsion de mort voudrait décomposer cet être cellulaire et y faire passer chaque organisme élémentaire individuel dans l'état de stabilité anorganique. Si les dernières lignes de Malaise envisagent bien la destructivité en termes d'auto-anéantissement, les hommes sont maintenant parvenus si loin dans la domination des forces de nature qu'avec l'aide de ces dernières, il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. C'est néanmoins le registre de l'agression dérivée vers l'extérieur qui est principalement évoqué. Ce déplacement de l'interne vers l'externe, de l'intériorité, celle de l'individu ou de la culture, envisagée comme un être psychique collectif, vers ce qui se passe entre les hommes est un mouvement qui conduit Freud hors du champ propre de la psychanalyse, l'amenant à retrouver les vérités les plus banales, voire des vérités précisément remises en question par l'analyse, telle la méchanceté naturelle. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour lui-même serait déjà plus proche de ce qui fait l'originalité de la découverte analytique. Il est possible que Freud, par-delà ce qui s'impose à lui, le caractère secondaire de la réflexion de l'agression vers l'extérieur,
n'est jamais complètement renoncé à l'idée d'une agressivité primitive. Le passage d'une lettre à Marie Bonaparte du 27 mai 1937, où dans les formulations se mêlent encore une fois les deux dualismes, le donne à penser. On pourrait schématiquement imaginer qu'au début de la vie, toute la libido serait dirigée vers l'intérieur et toute l'agressivité vers l'extérieur, et que ceci changerait graduellement au cours de la vie. Mais c'est peut-être faux. L'apport le plus vif de malaise au débat psychanalytique coïncide avec ce moment où le texte fait retour de l'extérieur vers le dedans, lorsque l'agression est renvoyée là d'où elle est venue, donc retournée sur le moi propre. Suivent une vingtaine de pages très denses, parfois laborieuses. Freud s'excuse des dangers de la répétition où le surmoi, le sentiment de culpabilité et le malaise qui en résulte dans l'ordre culturel continuent l'objet de la théorisation, de l'ampleur et de la complexité des enjeux que ces pages recèlent. Il n'est ici possible que d'indiquer les débuts de pistes. Du surmoi, Freud écrit qu'il exerce la même sévère propension à l'agression que le moi aurait volontiers satisfaite sur d'autres individus étrangers. Maltraitant, tourmentant, angoissant le moi, c'est un surmoi d'une dureté, d'une sévérité extrême qui est ainsi décrit. Loin d'être apaisé par le renoncement pulsionnaire, il s'en trouve d'autant plus excité, poussant toujours plus avant son avantage. Plus l'homme est vertueux, plus le surmoi se fait méfiant et torturant. Le paradoxe a son répondant dans le processus qui donne naissance à l'instance critique, que le père se montre indulgent et le surmoi de l'enfant sera extrêmement sévère. L'agression du surmoi ne reproduit nullement la sévérité du traitement connu pendant l'enfance. On serait tenté de dire qu'elle lui est inversement proportionnelle. Pour saisir la nouveauté de tels propos sous la plume de Freud, il suffit de rappeler ce qu'il écrit dans Le moi et le ça. 1923, le surmoi conserve le caractère du père, et plus le complexe d'Oedipe fut fort, plus le surmoi dominera sévèrement le moi. Dans ces pages de malaise, Freud est loin de lui-même, plus exactement loin d'un autre Freud, mais par contre très proche de Mélanie Klein. Les quelques mots de reconnaissance adressés à cette dernière en bas de page ont valeur, page 73, ont valeur d'événement, même si la dette concédée est atténuée par l'inclusion dans l'ensemble. Auteur anglais, il fut sans doute malaisé à Freud d'accorder quoi que ce soit à celle qu'une virulente polémique opposait au même moment à sa propre fille, Anna, au sujet de la psychanalyse d'enfants. Le nom de Mélanie Klein n'aura pas l'honneur d'une autre citation, même si l'influence de ces conceptions est repérable ici ou là. Par exemple, dans la description des fantaisies inconscientes de la fille pré-oedipienne, la féminité dans Nouvelle suite des leçons d'introduction. À suivre plus précisément l'histoire conceptuelle, il faut noter que la représentation kleinienne du surmoi, quelle qu'en soit l'originalité, emprunte elle-même à certains développements de Freud plus anciens. À côté des énoncés qui profilent un surmoi oedipien bâti sur le modèle introjecté de la rigueur paternelle, l'idée d'un surmoi ayant avec le ça des relations intimes, plongeant profondément dans celui-ci. Cette idée, on peut en suivre la trace dans l'œuvre de Freud, au moins depuis l'analyse de l'homme au rat. Dès lors, l'écart s'estompe entre surmoi et ça. Chez Mélanie Klein, ça ne fait du ça aucun usage. L'écart disparaît tout à fait en même temps que cesse d'être décisive la connexion avec l'ensemble, morale, culpabilité, interdit, en contradiction sur ce point avec Freud. Tout comme la pulsion, l'impératif surmoïque recherche l'accomplissement. La poussée du surmoi, elle aussi, tend vers la décharge, jusqu'à ce que soit éventuellement commis l'acte criminel seul capable de satisfaire le besoin de punition. Sans doute Freud, en veine de conciliation, module-t-il immédiatement l'importance de l'innovation. La sévérité de l'éducation exerce aussi une forte influence sur la formation du surmoi enfantin. Cela ne doit pas masquer l'importance du déplacement théorique. En même temps que le surmoi héritier du complexe paternel s'efface devant une représentation pulsionnelle de la même instance, le complexe d'Oedipe perd la position nucléaire qui lui est habituellement reconnue. Hormis le bref rappel de sa version paléontologique, il est remarquable que le malaise dans la culture ne fasse aucun usage du dit complexe.
Le noyau des névroses n'est pas celui du conflit intraculturel dont Freud cherche à saisir les composants dans ce texte. S'il en fallait une confirmation, il suffirait d'ajouter que l'angoisse de castration est, elle, totalement absente de l'argumentation. Pas une fois il n'y est fait référence. Certes, l'absence du mot n'est pas nécessairement celle de la chose. Lorsque Freud note que l'homme est poussé dans la voie du progrès technique par le souci de perfectionner ses organes, de faire disparaître les limites de leur performance, on se dit que de façon implicite, l'angoisse de castration est bien la puissance incitante d'un tel développement. Mais précisément, c'est mettre en exergue les potentialités de création, de symbolisation d'une telle angoisse, de la taille toujours insuffisante du pénis à celle conquérante du télescope. C'est la situer du côté du progrès, de la culture, non de son malaise, et de ce qui la déchire jusqu'à la détruire. Il faudrait prendre le temps de montrer la complexité des équilibres au sein de la théorie freudienne et la fragilisation de l'édifice que provoque l'introduction de la pulsion de mort. On peut en donner une brève illustration. Inhibition, symptômes et angoisse est un texte centré sur l'angoisse de castration, s'efforçant même, si c'est pour ne pas y parvenir, de contenir sous ce registre toute la question de l'angoisse. Cette omniprésence de l'angoisse de castration a pour répondant l'absence de la pulsion de mort. Le malaise dans la culture, par contre, qui fait à la pulsion de mort une place centrale, n'évoque pas une fois l'angoisse de castration. Complexe d'Oedipe et angoisse de castration délimitent l'espace névrotique. L'introduction de la pulsion de mort après celle du narcissisme, que Freud a découvert d'abord dans la perversion, avec l'homosexualité de Léonard de Vinci, et dans la psychose, avec Schreber, conduisent aux confins d'un espace psychique autrement désorganisé. C'est également sensible dans le texte Frères de malaise, l'avenir d'une illusion, où la religion est davantage envisagée sous l'angle de l'idée délirante que de la compensation névrotique. Le rôle paradigmatique que psychose et pathologie narcissique joueront dans la psychanalyse post-freudienne est esquissé par la redistribution de 1920. La notion de sentiment de culpabilité qui, selon Freud, divise la culture d'avec elle-même jusqu'au malaise, cette notion est exemplaire de l'entrecroisement des problématiques freudiennes. Elle en est comme un point de condensation. La culpabilité évoque la faute et au-delà l'enchaînement oedipien. Désir, interdit, transgression. Cette articulation est rappelée par Freud et avec elle le récit du meurtre du père. Au sein de l'expérience culturelle, et les religions plus particulièrement monothéistes représentent le plus exactement la variante collective de la résolution d'un tel conflit, opposant « tu ne tueras pas » au désir de la mort du père. Malaise peut en rappeler l'argumentation, son accent porte néanmoins ailleurs, davantage en amont, du côté de la destruction de l'étranger et de l'auto-anéantissement, c'est-à-dire avant que la destructivité n'ait trouvé à se couler dans le moule du conflit névrotique. La réflexion sur la culture conduit Freud là où l'a déjà mené la découverte de la rédaction, la réaction thérapeutique négative dans la cure. Plus que le sentiment de culpabilité, c'est alors le besoin de punition, avec ce qu'il évoque d'une élaboration psychique rudimentaire proche de la source pulsionnelle, qui paraît le plus apte à restituer le caractère délié des forces en présence, et d'abord celle du surmoi. Genèse du surmoi. Au regard de la théorie psychanalytique, c'est sans doute à propos du surmoi, de sa genèse, que Malaise ouvre sur les interrogations les plus fécondes. La genèse névrotique oedipienne du surmoi est suffisamment connue pour que l'on se contente de la rappeler en quelques mots, sous la menace de l'angoisse de castration. Le moi de l'enfant, tout au moins du garçon, se détourne de l'investissement d'objets incestueux. L'autorité paternelle introjectée forme le noyau du surmoi, lequel emprunte au père sa sévérité et perpétue son interdit. D'une telle genèse, l'angoisse de castration est le véritable moteur et l'énoncé conséquent en porte la trace. Si tu désires, tu seras châtié, tu seras châtré. En même temps que l'angoisse de castration est absente de malaise, Freud est conduit à une conception du surmoi combinant impératif catégorique et exigence pulsionnelle sensiblement distincte de la précédente. À quelle autre source que l'angoisse de castration, l'instance critique, ainsi repensée, peut-elle bien puiser la violence qui la constitue? À cette question, il existe une réponse klénienne.
Comme est klénienne la théorie du surmoi dont Freud se rapproche, lorsque celui-ci écrit que la sévérité du surmoi représente moins celle de l'objet que celle de l'agression dirigée contre lui. Une agression alors retournée vers l'intérieur contre le moi. Il épouse autant que possible le point de vue de l'auteur anglais. Or, il est remarquable que cette réponse toute trouvée, mais fondée sur le postulat d'une agressivité primitivement orientée vers le dehors, projective, si Freud un instant semble la faire sienne, n'est pas celle à laquelle il se tient. La voie qu'il préfère suivre maintient d'une certaine façon l'armature de la première conception oedipienne, à travers la référence à une influence extérieure, à la différence de l'endogenèse, de l'inéisme klénien, et dans le rapport maintenu entre le surmoi et l'angoisse. Mais au regard de cette première théorie, tout se trouve décalé vers l'amont. L'enfant de ce surmoi nouvelle manière n'est plus l'enfant oedipien, ni seulement le garçon, mais celui de l'Hilflosigkeit, du DZ, celui-là même que les premières pages de Malaise évoquent. L'influence extérieure que reflète le surmoi n'est plus celle du père qui dit non et menace de castration, mais celle plus archaïque de l'autre surpuissant, l'autorité inattaquable, les parents plutôt que le père seul. L'angoisse n'est plus de castration, mais devant la perte d'amour de la part de l'objet. Le sentiment de culpabilité, variété topique de l'angoisse, ne demande qu'à suivre. On est alors coupable de l'amour perdu, coupable de ne pas être aimé. La névrose de contrainte est l'horizon du surmoi première manière, la mélancolie, mais aussi l'hystérie et son noyau de passivité pulsionnelle se profilent en toile de fond du second. Cette nouvelle genèse du surmoi n'annule pas la précédente. D'une certaine façon, elle l'englobe, tant il est vrai que la détresse devant la perte d'amour est intensément revécue. Dans la situation oedipienne, avant de se qualifier en angoisse de castration, inévitablement cependant, elle la secondarise. Sans doute est-on loin d'avoir épuisé les possibilités théorico-cliniques offertes par ces remaniements tardifs auxquels Freud se livre. Faut-il dire tardifs ? Avec Freud, les cheminements conceptuels multiplient volontiers les allers-retours, suivent rarement une progression linéaire. Il n'est guère de piste par lui tardivement empruntée qui n'ait été au moins entreaperçue dans le temps de naissance de la psychanalyse. C'est en 1895, dans l'esquisse d'une psychologie scientifique, que Freud écrivait cette phrase restée longtemps sans suite. Le DZ initial de l'être humain est la source originaire de tous les motifs moraux. Jacques André.